je m'inscris vraiment dans la continuité, l'adhésion totale à ce que Maël Ndiangui vient de dire et de résumer sur les activités de la Ligue. Nous sommes une organisation qui est très sollicitée, qui ne répond pas à toutes les demandes. Donc nous nous excusons auprès d'un certain nombre de partenaires ou de sollicitations que nous ne sommes pas en capacité de tenir. Nous sommes à un stade où nous sommes obligés de faire des choix, de déterminer quelles sont nos priorités. Et je pense que tous les militants et militantes doivent en avoir conscience. Il faut prioriser certaines luttes plutôt que d'autres. C'est vrai que sur l'année 2019, la Ligue a été très active au Venezuela. Mais la particularité du Venezuela est que la situation de ce pays est directement liée à la problématique de Haïti. Et Haïti est la terre de naissance et du panafricanisme et de la négritude. C'est là que nos ancêtres ont arraché leur libération et ont imposé à la France cette première décolonisation, cette première indépendance. Le seul territoire qui a, je dirais, fait de même, mais à un autre niveau, ce pourrait être la Guinée-Conakry ou l'Algérie, qui sont aujourd'hui, pour l'Algérie, dans un processus révolutionnaire et pour la Guinée, dans un processus de mobilisation populaire. Donc dans l'actualité aujourd'hui, on voit le peuple qui est dans la rue en Haïti, le peuple qui est dans la rue en Algérie depuis un certain temps, et le peuple qui est dans la rue en Guinée, notamment par rapport au projet de troisième mandat de Alpha Condé, mais les problématiques sont bien plus profondes que de simples questions électoralistes. Les problématiques en Haïti sont bien plus profondes que de chercher à faire partir le président Moïse Jovenel, qui est très clairement, je dirais, déconsidéré par l'intégralité du peuple haïtien. Dans le cas de l'Algérie, ça ne se limitait pas à faire partir Abdelaziz Bouteflika. Et dans le cas de la Guinée, il ne s'agit pas juste d'obtenir le départ ou le retrait de Alpha Condé. On est, dans chacun de ces cas, dans des décolonisations qui sont encore inachevées ou dans des processus de recolonisation sur lesquels les peuples doivent se mobiliser. Et le travail de nos organisations, le travail d'une organisation comme la Ligue panafricaine Umoja, c'est d'apporter l'idéologie qui permet au débat politique d'avancer et de trouver des pistes de solutions. C'est d'apporter également les éléments de connexion géopolitique qui font que, quand il y a le feu en Haïti, quand il y a le feu au Venezuela, eh bien nous arrivons sur ce terrain-là et nous faisons la jonction, nous faisons la lumière sur les liens historiques entre le panafricanisme et le bolivarisme. Nous expliquons en quoi la recolonisation de Haïti participe du processus de déstabilisation de l'ensemble de l'Amérique latine. Pas plus tard que hier, 9 novembre, nous avons reçu des sollicitations pour nous prononcer par rapport au coup d'État en cours actuellement en Bolivie contre le président Evo Morales, qui est le premier président indigène, indien du pays, et qui a mené depuis 2006 une politique révolutionnaire qui a permis à une grande partie de la population de sortir de la misère et de faire partir un certain nombre de multinationales. Aujourd'hui, il est confronté lui-même à un mouvement populaire, à une forme d'insurrection, de mutinerie, dont on sait qu'une partie est instrumentalisée par l'oligarchie. Ça a été le cas également au niveau du Venezuela, lorsque un usurpateur s'est promené dans la rue et s'est proclamé président. Ce sont des choses qui ne peuvent pas marcher. On l'a vu déjà au niveau d'autres territoires africains. Il ne suffit pas d'aller quelque part et de se proclamer président pour être reconnu comme tel. Il ne suffit pas de dire que la France ou les États-Unis nous soutiennent pour revendiquer telle ou telle position. Il faut avoir l'appui populaire. Et dans le cas du Venezuela, dans le cas d'Haïti, toutes les positions que nous prenons vont dans le sens de ce soutien populaire, de ce pouvoir populaire que nous devons reconstruire et dont nous devons également nous inspirer au niveau du panafricanisme. Une grande partie de nos travaux au niveau du Venezuela ont été orientés sur la question des afrodescendants. Le Venezuela, diplomatiquement, a aujourd'hui besoin du soutien des pays africains. C'est dans ce cadre-là que, début janvier, j'ai rencontré l'ambassadrice de l'Union africaine aux États-Unis,
qui depuis a donc été viré pour les raisons que l'on connaît, et que nous avions discuté des conditions du soutien intégral du continent africain vis-à-vis du président Maduro. Et lors de cette discussion, je m'étais effectivement posé la question de jusqu'à quand va-t-elle rester en place? Parce qu'elle tenait effectivement un discours révolutionnaire. Je l'ai rencontrée dans un lieu que je ne préciserai pas, mais qui est un lieu stratégique. Et par la suite, en discutant aussi avec les dirigeants vénézuéliens, nous avons compris qu'il est important que ce soutien continental de l'Afrique vis-à-vis d'un pays comme le Venezuela soit également répercuté au niveau des fameuses régions, des organisations régionales type CEDEAO, CEMAC, SADC, etc. Et qu'ils soient ensuite répercutés au niveau de chaque État. C'est-à-dire que le continent africain soutient Maduro, mais les pays africains individuellement ont pour la plupart peur de se positionner par crainte de représailles vis-à-vis des États-Unis. Donc tout le travail, c'est de faire en sorte qu'il y ait différents niveaux de reconnaissance. Une reconnaissance de niveau continental, une reconnaissance de niveau régional, et que chaque pays se dise que puisque l'ensemble régional, l'ensemble continental prend cette position, eh bien moi, individuellement, je peux assumer de soutenir un gars dont l'impérialisme veut absolument la tête. Et c'est très important parce que le Venezuela a été l'épicentre et continue d'être l'épicentre de la guerre face à l'impérialisme. J'y ai été, j'ai vu ce qu'est une mobilisation populaire, j'ai vu ce qu'est un peuple en lutte. J'y ai été avec les frères de la Zambie, de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe, du Bénin et de quelques autres pays où il existe encore des lignes de socialisme révolutionnaire ou de socialisme de résistance. J'ai vu les frères et sœurs de l'ANC qui ont défié les militants latino-américains du point de vue des chants et des danses politiques. J'ai vu comment ces choses-là s'organisent en grandeur nature. Et surtout, j'ai vu comment un pays comme le Venezuela va inviter les oppositions des autres pays latino-américains pour leur dire « il faut que vous repreniez le pouvoir dans vos pays pour que nous puissions résister ». Et entre-temps, en Argentine, celui qui était contre Maduro a perdu les élections. Au Chili, celui qui est contre Maduro est en train d'être soumis également à une mobilisation populaire à tel point que la COP25 qui devait avoir lieu au Chili a été annulée par crainte que des groupes anti-impérialistes arrivent et fassent tomber le régime. Ils l'ont remise en Espagne. Au niveau du Brésil, Lula a été libéré. Et tous ces rendez-vous portaient également sur la libération de Lula. Et dans tous ces rendez-vous, j'y ai été avec les afro-descendants en leur disant une chose bien claire. C'est très bien de soutenir un régime socialiste, mais attention parce que le socialisme n'est pas le panafricanisme. Et nous connaissons les limites des mouvements de gauche. Et donc il faut que vous vous constituiez en tant qu'afro-vénézuélien comme une force politique. Et vous devez vous appuyer sur la géopolitique qui fait que aujourd'hui le Venezuela en tant que gouvernement, en tant qu'État, a diplomatiquement besoin de l'appui des Africains et que cet appui dont il a besoin à l'échelle internationale doit être un levier pour permettre au mouvement afro-descendant de s'imposer à l'échelle nationale. Le fait que nous soyons invités au Congrès international des mouvements afro-descendants en tant que Ligue panafricaine ou Moja est un des résultats de ce travail. Le fait que nous remportions au niveau du Niger les élections à l'université de Zinder est un des éléments de ce travail, puisque le Venezuela a été un entraînement pour mener un certain nombre d'actions de mobilisation contre l'impérialisme au niveau du Niger. Beaucoup de gens ne comprenaient pas pourquoi on en parlait autant, pourquoi on produisait autant de communiqués. Certaines personnes nous ont même reproché, mais est-ce que dire No More Trump, ce n'est pas aller trop loin dans le discours de la Ligue? On leur a expliqué non, il n'y a pas de raison que dans le cadre du soutien au Venezuela, on dise No More Trump, alors que ce même Trump disait que nous étions des pays de merde et que nous n'avons rien dit. Donc tout cela a permis de trouver
une lutte, entre guillemets, non africaine qui a permis de nous entraîner et de mobiliser. Et donc c'est très important d'avoir, je dirais, cette vision globale de la lutte, parce que c'est une question de solidarité. Pendant un certain nombre d'années, les pays africains progressistes organisaient ce qu'on appelait une journée internationale de solidarité avec Cuba. Et donc nous nous sommes posé la question d'organiser une journée de solidarité internationale avec le Venezuela. Et nous avons réfléchi aux différents secteurs qu'il fallait impliquer. Nous avons constaté qu'il y a au Congo-Brazzaville, qu'il y a au Nigeria, qu'il y a en Angola une économie du pétrole. Et que si nous devions organiser une journée internationale de solidarité avec le Venezuela, eh bien c'est là l'occasion de mobiliser le petit prolétariat africain de ces pays-là qui travaille précisément dans l'industrie du pétrole pour lui expliquer en quoi son travail dans cette industrie du pétrole participe au néocolonialisme et au soutien à des tentatives de déstabilisation de l'autre côté de l'Atlantique. Donc c'est tout ce travail-là que nous faisons et ce sont des portes que nous ouvrons à différents niveaux pour l'organisation, pour le panafricanisme. Je ne rentre pas davantage dans les détails, mais je pense que c'est important d'avoir cette vision globale. J'ai échangé avec l'ambassadrice de l'Union africaine aux États-Unis. J'ai également échangé avec des dirigeants d'un certain nombre de partis, y compris africains, non francophones, qui m'ont notamment demandé de les former sur 2 cas précis, la question du néocolonialisme en Côte d'Ivoire et en Centrafrique. Et donc, dans cette Afrique qui n'a pas connu la colonisation française, ils sont demandeurs d'informations sur pourquoi cette Afrique dite francophone a autant de retard. Pourquoi pose-t-elle autant de problèmes? Et donc, ce travail-là aussi, nous le faisons. Et c'est dans cette perspective que depuis le Niger, nous avons ouvert un front au niveau du Nigeria qui vise en fait à développer nos relations avec ce pays qui est stratégiquement important. Et donc dans le cadre de cette diplomatie, il y a également eu des rencontres avec des camarades du Nigeria. Et si nous arrivons à développer un peu la conscience panafricaine dans ce territoire, cela peut donner d'excellents résultats. Alors c'est en même temps paradoxal, puisque le Nigeria a décidé depuis quelques semaines de fermer ses frontières. Il les a fermées quelques semaines après avoir été plus ou moins contraint de signer la fameuse zone de libre-échange économique et continentale africaine. Le Nigeria n'en voulait pas vraiment. Ils ont été les derniers à signer avec le Bénin. Le seul pays qui n'a pas signé, c'est l'Érythrée. Et cette décision du Nigeria est très importante puisque nous parlons d'industrialisation, nous parlons de développement, nous parlons de souveraineté monétaire. Et nous avons bien compris que la question du développement passe par la souveraineté monétaire que le Nigeria a et par des politiques d'industrialisation. On peut souligner le caractère assez particulier de voir que le Nigeria, quand il était confronté de manière violente à Boko Haram, n'a jamais fermé l'intégralité de ses frontières. Mais quand il est confronté à la question de la guerre économique et monétaire et commerciale, il comprend qu'il faut réellement fermer ses frontières. Et donc la question de l'éco, la question de la SDK, pour un pays comme le Nigeria, ce n'est qu'une phase différente de la déstabilisation liée aux questions sécuritaires autour de Boko Haram, autour du lac Tchad. Et donc il faut comprendre ces enjeux et voir dans quelle mesure nous pouvons nous positionner pour ouvrir un front au niveau notamment des relations entre le Niger et le Nigeria, puisque ce sont exactement les mêmes populations d'un côté et de l'autre de la frontière. Pareil pour le Bénin, pareil pour le Cameroun, etc. La question également de la Guinée, où nous avons eu l'occasion d'être présents durant l'été 2019 pour travailler le terrain, pour identifier un certain nombre d'acteurs. Très intéressant parce que c'est un pays où nous avons été déjà présents. Nous recevons une importante demande de la jeunesse guinéenne pour que la Ligue soit davantage présente sur ce territoire-là. Nous recevons des demandes diverses et variées, à tel point que nous ne savons pas forcément à qui confier les clés de l'installation d'une délégation puis d'une section. On a lancé un processus. Nous espérons que pour 2020, il aboutira à quelque chose de suffisamment concret.
Dans le même temps, nous travaillons avec la diaspora guinéenne qui est présente en Europe, qui souffre d'un certain nombre de contradictions et qui doit, je dirais, se mettre au niveau de la lutte du peuple guinéen en Guinée. Je pense que c'est quelque chose de très important. Nous devons comprendre que nos peuples sur le terrain sont en train de lutter. Quand le peuple béninois se soulève contre la forme de dictature qui est aujourd'hui instaurée, on voit au niveau de la diaspora ce qui se passe. Entre une certaine diaspora, un certain groupe d'exilés qui peut avoir des intérêts dans le système qu'il a perdu, et puis d'autres qui restent, je dirais, déterminés sur leurs convictions. Et donc la question des convictions, la question de l'intégrité, la question de l'idéologie, elle est fondamentale au niveau de la diaspora. C'est ce qui a permis, par exemple, aux Guinéens du Sénégal de faire en sorte qu'aujourd'hui, le Sénégal manifeste contre ce qui se passe en Guinée, contre ce projet de troisième mandat et contre, de manière plus générale, le néocolonialisme. Et c'est précisément parce qu'à l'époque, il y avait eu ces manifestations populaires, par exemple au niveau du Burkina Faso contre Compaoré, que quelqu'un comme Yahi Boni, au niveau du Bénin, avait renoncé à son projet de troisième mandat. Donc il y a, au-delà de mettre l'étiquette panafricaniste sur tout et n'importe quoi, des luttes au niveau des terrains qui montrent que le panafricanisme est présent et qui n'a pas besoin de chercher des leaders éminents. Il n'y a pas de leader éminent à la résistance du peuple guinéen aujourd'hui. Et le peuple résiste. Peut-être que le jour où on inventera un leader, ça se passera différemment, mais le peuple résiste. Donc c'est une donnée dont il faut absolument tenir compte. Un autre élément important dans les activités de la Ligue, ça a été effectivement le travail qui a été fait au niveau de la Russie, où nous avons donc des militants présents qui nous ont sollicité pour l'organisation d'un forum international panafricain qui était prévu pour l'année 2019, qui sera probablement décalé sur l'année 2020 et qui, quelque part, est une bonne chose puisque ça nous a permis de voir un peu la stratégie de la Russie à travers le forum de Sotchi, forum économique et forum politique, où un certain nombre de figures contestataires, anti-impérialistes, anti-franc CFA ont été invités, ont tenu des discours dans lesquels nous nous reconnaissons bien évidemment, mais qui doivent être quand même interrogés par rapport au storytelling que la Russie construit vis-à-vis de sa volonté de revenir aujourd'hui en Afrique et d'y revenir par le maillon faible du continent africain qui sont ces pays anciennement colonies françaises. Nous sommes le maillon faible de tout cela. Donc tous les impérialismes qui veulent revenir en Afrique, que ce soit les Chinois, que ce soit les Indiens, les Indonésiens, etc., passent par nous. Et donc la première manière d'entrer par effraction chez nous, eh bien, c'est de joindre ce discours anti-France, etc., tout ça. Et en face, Macron l'a compris, d'où la fameuse conférence aux ambassadeurs en disant « Écoutez les gars, maintenant c'est fini, il y a un nouveau monde qui est en train d'apparaître, la Russie revient, on va plutôt faire en sorte qu'on soit avec la Russie, donc on va... etc. » Donc tout ça nous montre qu'il y a vraiment des enjeux et des doubles jeux sur lesquels il faut être vigilant. Il y a un certain nombre d'agents provocateurs ici ou là qui circulent sous différentes étiquettes qu'il faut savoir, saisir et en même temps qu'il faut être en capacité de comprendre et de relier aux intérêts géostratégiques. L'océan Indien fait partie de ces intérêts géostratégiques et la Ligue se développe de plus en plus au niveau donc de la partie africaine de cet océan Indien qui à une époque s'appelait la mer d'Éthiopie, donc parallèle avec la situation en Éthiopie que nous suivons de très près et pour laquelle nous comptons également développer dans les prochaines semaines et les prochains mois un certain nombre de partenariats ou de propositions assez stratégiques. De ce point de vue, le prix Nobel qui a été décerné au Premier ministre éthiopien a valu donc la production d'un courrier diplomatique de la Ligue. La Ligue fait un certain nombre de courriers qui ne sont pas publics, qui sont adressés à différentes autorités. Et bon, dans le cas de ce prix Nobel, bon, nous avons fait un courrier qui a été transmis, reçu et validé par les autorités éthiopiennes, qui vise un peu à poser la question des conséquences de ce prix Nobel, sachant que nous suivions avec intérêt la figure de Abiy Ahmed,
qui a réglé un certain nombre de problèmes au niveau de l'Éthiopie et qui en a réveillé d'autres. Et qui est un peu comme le président ghanéen Nana Akufo-Addo semble devenir un peu la coqueluche des Occidentaux qui cherchent un peu à le contenir par rapport aux différents projets. Et donc l'Éthiopie, le Ghana, l'Afrique du Sud, avec des violences xénophobes, tous ces territoires-là sont des territoires que nous suivons avec beaucoup d'intérêt et dans lesquels nous avons des connexions et des contacts de structures qui sont réellement panafricanistes. Et donc c'est important aussi de le souligner. Il existe un panafricanisme qui n'est pas forcément affiché, mais qui est peut-être plus intègre et plus honnête qu'on ne le croit. Donc, dans le cas de l'Éthiopie, nous faisons ce travail. Dans le cas de l'océan Indien, nous avons produit un communiqué récent sur le déplacement de Macron dans les îles Glorieuses, Éparses et également à La Réunion, qui s'inscrit également dans une stratégie de défiance vis-à-vis de Madagascar, puisque le président malgache, certes, nous ne soutenons pas tellement sa politique, mais est venu en France visite officielle et cette question de la décolonisation de l'océan Indien a été posée. Et donc voir le président Macron revenir quelques mois plus tard dans cet espace pour dire, en venant sur les îles Glorieuses, que ici c'est la France, est un signe ostentatoire du mépris affiché par l'État français vis-à-vis des populations encore colonisées, qu'elles soient dans l'océan Indien, qu'elles soient dans l'océan Pacifique, dans le cas de la Kanaki, qu'elle soit également dans la Caraïbe, avec la manière dont les béquets sont en train de s'organiser pour traiter de terroristes tous les militants panafricains qui demandent des réparations, qui demandent à avoir accès à leurs terres. Donc on voit bien que les choses sont en train de changer et que le discours idéologique est en train d'évoluer. Et donc l'intérêt de nos communiqués, que certains trouvent peut-être trop nombreux ou pas, à mon avis nous n'en faisons pas assez. L'intérêt de nos communiqués, c'est de remettre de l'idéologie dans le débat, d'apporter des arguments à tout un chacun pour qu'il sache quoi répondre quand on lui oppose un certain nombre de chimères. Et donc nous allons continuer à produire des communiqués, à produire de l'analyse, à participer à un certain nombre de forums et d'activités, à être sur le terrain, encore plus en 2020 qu'en 2019. Donc parmi les enjeux au niveau de la section France, mais même au-delà, il y a effectivement ce projet de saison Africa Umoja 2020, sur lequel nous espérons que nous parviendrons à fédérer un certain nombre d'associations, d'organisations et de personnalités autour du rayonnement d'une autre culture panafricaine ici dans la diaspora. Projet qui a bien évidemment aussi pour objectif de couper l'herbe sous le pied à l'état de la diaspora africaine, qui n'est rien qu'une vaste enfumade. Et là aussi, les mots sont bien importants, puisque beaucoup de personnes, en lisant ce communiqué, l'ont repris en parlant d'enfumage. Il ne s'agit pas d'un enfumage, il s'agit bien d'une enfumade. Et pour ceux qui savent faire la distinction et qui ont pris la peine d'aller regarder dans le dictionnaire, les enfumades, ce sont des stratégies de guerre, des stratégies militaires mises en place par l'État français au moment de la conquête de l'Algérie, qui consistait à pousser les populations à se réfugier dans des grottes et à allumer des incendies à l'entrée de la grotte pour que tout le monde meure asphyxié. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, vis-à-vis de la négrophobie, vis-à-vis de l'amalgame et de la tentative de perversion du panafricanisme, nous risquons de nous réfugier dans une grotte à l'entrée de laquelle de la fumée sera allumée. Donc il faut se prémunir et il faut trouver une sortie à cette impasse. Et la sortie à cette impasse, c'est de repolitiser le panafricanisme. Et c'est pour cela que, à chacune de nos interventions, nous appelons chacune et chacun d'entre vous à réaffirmer votre engagement en faveur de la Ligue panafricaine Umoja, en faveur du panafricanisme, et à faire en sorte que autour de vous, plus de personnes nous rejoignent pour que nous puissions avancer ensemble vers notre objectif, qui sont les États-Unis d'Afrique. Asante Sana Umoja Ninguvu. Je ne vais pas être lent. Je pense que tout a été restitué par rapport à nos activités depuis l'année dernière, brillamment par
la sœur Maëlle Nziengui, et le secrétaire général Hamzat vous a aussi restitué un peu plus en profondeur ce qui a été rappelé par Maëlle. Je pense que je vais plutôt laisser la parole s'il y a des questions pour que j'intervienne dans les réponses. Le plus important, c'est que nous comprenions effectivement que la lutte que nous menons tous les jours n'a pas de répit, n'a pas de repos. Nous travaillons à différents niveaux. Maëlle a eu en tout cas la brillante idée de restituer à chaque niveau, à chaque étape, chaque sous-section, au niveau fédéral, au niveau diplomatique, au niveau culturel, au niveau politique. Tout a été indiqué. Il me semble que s'il y a des questions, on va alimenter, en tout cas avec plaisir, les réponses. Merci beaucoup. Bien. Alors,